Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Morgane, plus connue sous le nom de Le Chien Chasseur sur Instagram, pour une interview un petit peu différente de ce que je fais d'habitude, puisque aujourd'hui, on va pas mal parler de prédation. Évidemment qu'on va aussi parler de flair, mais Morgane se spécialise en travail de prédation, ou en tout cas aide beaucoup les chiens au niveau de la prédation. Et du coup, ben, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Morgane, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Je m'appelle Morgane et j'ai un chien qui s'appelle, Luca, qui est un chien avec un très haut niveau de prédation et cette, problématique, ça m'a amenée à me former et finalement, ce qui était pas prévu à la base, je suis devenue, éducatrice, canine, spécialisée dans ce domaine parce qu'il y a quand même un gros manque, à ce niveau-là dans le monde de l'éducation. Donc voilà. Super, excellent. Du coup, est-ce que tu veux nous présenter un petit peu ton chien Luca? Comment tu l'as rencontré? Est-ce que tu l'as adopté ou est-ce que c'était, voilà, tu as défini que tu voulais, cette race-là, tu as fait des démarches, auprès d'un éleveur et cetera? Bref, présente-nous ton chien et surtout, ben, vos débuts, votre histoire. OK, alors donc ça va être un petit peu atypique. Donc Lucas, c'est mon tout premier chien. Je me baladais beaucoup en forêt, enfin je me balade toujours beaucoup en forêt et un jour je me suis dit: «Bah, pourquoi pas avoir un chien, avec moi?» parce que, bah, ça pourrait rendre un chien heureux de se balader en forêt. Bon, à l'époque, je savais pas du tout sur, quel phénomène j'allais tomber, hein, bien sûr. C'était assez naïvement que je me suis dit: «Oui, on va faire des super belles balades, ça va être sympa, il va marcher à côté de moi et tout va bien se passer». Bon, les choses ont été radicalement différentes. Donc je me suis renseignée sur, il y avait plusieurs races qui m'intéressaient. Je me suis arrêtée sur le berger blanc suisse parce que, c'était un chien qui était pas une lignée de travail. Moi, j'avais bien compris la différence entre les lignées de travail et les autres et j'avais pas envie, enfin, je me sentais pas de gérer un chien, voilà, avec un haut niveau d'énergie comme, on peut trouver chez les chiens de travail. Donc le berger blanc suisse, était présenté comme un chien, calme, tout ça. Bon, je me suis dit: «C'est parfait». Il y a aussi eu évidemment un aspect physique, qui a compté. Il est tout blanc, enfin il est tout blanc normalement parce que souvent il est dégueulasse, hein, c'est un berger blanc suisse. Bref et donc j'ai été me renseigner, chez une éleveuse, donc qui vient d'un élevage, parce que comme c'était mon premier chien, je voulais un chiot. Je me sentais pas de commencer par un chien déjà adulte qui pourrait avoir des problématiques. Donc j'avais vraiment besoin de voilà, de commencer par un chiot. Je l'ai vu, il avait quoi? Je sais pas, à peine 2 mois, pour la première fois et puis, je me suis assise, par terre. On était dans une salle exprès et en fait, c'est lui qui est venu vers moi, il tirait mes lacets et tout et il arrêtait pas d'être vers moi et à un moment donné, il a posé sa petite tête sur mes genoux. Puis là, je me suis dit: «Bon, bah, c'est lui» et puis après, je suis retournée le chercher quand il avait environ 2 mois et demi et après, nos débuts ont été, comme je le disais, un peu atypiques parce qu'à cette époque-là, j'avais un mode de vie, pas trop conventionnel puisque je vivais dans une yourte, dehors. J'avais un poêle à bois dans la yourte, mais il fonctionnait pas la nuit. Donc et c'était l'hiver. Lucas, je l'ai eu, en février. La première nuit, il est arrivé, il faisait -5. Il faisait -5 degrés. Ah oui, J'ai d'accord. passé Ah ouais, c'était horrible. J'ai passé une nuit à me dire: «Je vais le retrouver, il va être mort de froid et tout, machin» et je m'en voulais et puis lui, en fait, il était couché sur le dos en mode, tranquille et en fait, comme il venait d'un élevage où, les chiens étaient en chenil, il avait dû déjà, je pense, prendre l'habitude d'être au froid et il a eu aucun problème et donc on a passé comme ça 2 mois parce qu'après je suis retournée vivre en maison. Mais nos 2 premiers mois, donc de ces 2 mois et demi à ces ouais, à peu près 5 mois, on a vécu tous les 2 comme ça, un peu en fusion, dans cette yourte. Il faisait froid, on allait se balader, on faisait des barbecues, enfin des barbecues entre guillemets. Moi, je faisais un feu par terre je faisais des petits feux de camp, je lui cuisais un petit peu de sa viande
et il était content. Enfin bref, on a vécu une inondation aussi parce qu'il y avait, des grosses pluies et j'étais à côté d'une rivière. Donc en fait, il y a eu, je sais pas, ça d'eau à peu près sur le terrain. Heureusement, ma yourte, elle était un peu surélevée et lui, il cherchait des bâtons dans l'eau. C'était vraiment incroyable, on a vraiment vécu comme ça, des moments qui ont été vraiment très forts et qui ont contribué à ce qu'on ait très vite un lien vraiment, très profond. Et puis ensuite, bah, ouais, vers ces 5 mois à peu près, je suis retournée vivre, en maison et puis, bah, après, la vie a continué, voilà. Eh ben, c'est des sacrés débuts ça, c'est quand même vraiment très atypique Oui, parce oui, oui. que ouais, ouais, mais je pense que pour un chiot, ça devait être juste, Ah bah, incroyable. lui, il était content parce qu'en fait, je vivais sur un terrain de 400 m². Mais en fait, il y avait d'autres terrains autour, je connaissais les gens, donc des fois, il allait un petit peu, à vadrouiller à côté et tout était clôturé parce qu'en fait, c'était en ville, donc il y avait des murs, enfin bref, tout était vraiment, optimal et j'avais un voisin et en fait, on pouvait directement accéder à son jardin et je m'entendais super bien avec mon voisin parce que comme j'avais pas d'eau courante, vu que j'étais en yourte, j'allais chercher l'eau chez lui. Et OK. en fait, son chien, bah, il jouait avec Luca et Luca, il a fait ses premiers pas de socialisation avec les congénères avec ce chien. Je le laissais dans son jardin et il jouait pendant des heures. Après, je venais le récupérer. Enfin, c'était vraiment très, très fluide, très, très, ouais, très sympa comme mode de vie. Ces 2 premiers mois de vie, ils ont vraiment été, idylliques, je pense, vraiment. Ouais, incroyable. Et Mmh. du coup, ben, vers 5 mois, retour à une vie plus conventionnelle, on va dire, un peu Oui, plus la vie de tout le monde. oui. Hem, à quel moment est-ce que les comportements de chasse, de Lucas sont apparus? Est-ce que c'était assez vite ou ça s'est fait plus tard? Voilà, est-ce que tu peux me raconter un petit peu les débuts de cette aventure-là, finalement? Et ben, ça s'est fait, pendant la période, yourte, en fait. Parce que, il a commencé les premiers signes de prédation, moi, je les ai observés au cours de son 3e mois, vraiment. Waouh! Ça a commencé hyper tôt et comme je disais, moi, j'étais pas du tout, comme c'était mon premier chien, j'étais pas du tout au courant. C'était un chiot, j'ai pas du tout vu les signes Ouais, et vu que c'était un chiot, je me suis dit: «Bon, bah, c'est un chiot, il joue». Enfin, je mettais ça sur le côté, chiot. Donc j'ai vraiment, rien vu du tout, mais déjà à 3 mois, il arrivait à j'ai un souvenir assez précis où en fait, il avait trouvé une patte, de chevreuil. Donc il avait déjà le flair ouais. qui était présent et il trouvait des trucs comme ça. Quand il voyait des animaux, bah, il poursuivait, mais au début, il était chaud, il poursuivait sur 10 mètres, 15 mètres. Donc ça allait et ça s'est installé en fait, très progressivement. Mais sur Oui, plusieurs, parce que ouais, souvent à 3 mois, on trouve ça mignon. Enfin, oui. on se dit Ah oui, enfin, oui, on sait que de toute façon, le chiot, il va pas aller très loin et qu'il y aura pas de conséquences. Et effectivement, oui, comme tu le dis, ben, on voit pas que c'est en fait les prémices, d'autre oui. chose. Ah oui, mais c'est exactement ça, hein et du coup, moi, j'ai rien vu. Vu qu'il y a aussi, peu d'informations sur le sujet, j'ai pas forcément fait le lien tout de suite et puis oui, pour l'anecdote aussi, l'éleveuse m'avait dit donc c'est une éleveuse qui élève aussi des chiens de chasse parce que son mari est chasseur et elle m'avait dit: «Ah moi, je préfère élever les bergers blancs suisses parce que c'est pas comme les chiens de chasse, ça pense pas qu'à chasser». Donc moi, j'avais aussi cette idée en tête où je me suis dit: «Bah, l'éleveuse m'a dit que c'était pas un chien qui chasse, donc ce que j'observe, c'est pas de la chasse, C'est c'est pas de du la chasse. jeu, voilà, c'est du jeu de chiot». TQFD, voilà, comme on m'a dit qui ça chasse pas, Voilà, ben, voilà, ouais. c'est ça. Ouais, Donc moi, ce qui est normal, enfin, bah, j'y connaissais rien, elle m'a conseillé, enfin, moi, j'ai pas cherché à remettre en cause sa parole, mmh voilà. Bon, alors après, peut-être que ces autres bergers blancs suisses ne chassent pas et que Luca est un cas vraiment exceptionnel, ce qui est possible parce que tous les bergers blancs suisses ne chassent pas. Mais en tout qu'en cas, comparaison des chiens de chasse, c'est un oui, degré en dessous, ça c'est oui, parce que peut-être que son voilà, c'est toujours, il y a peut-être, un biais cognitif de sa part. C'est-à-dire oui, que, voilà, le berger blanc, c'est pas l'image, du chien de chasse qu'on a. Enfin, quand on dit chien de chasse, on pense pas, berger blanc, on pense, effectivement à des chiens de chasse oui, courants, enfin oui. Ah oui, oui.
Oui et puis je Donc pense que peut-être c'est que son référentiel, en fait, est ouais. différent et que du coup, pour elle, effectivement, le berger blond, ça chasse pas parce qu'elle a les chiens de son mari qui, eux, sont, vraiment des chiens de chasse, quoi. Oui, oui, non, mais c'est clair qu'il y avait une histoire dans ce style-là, mais c'est vrai que, mine de rien, cette phrase, elle m'est restée en tête et c'est aussi pour ça que j'ai pas forcément fait le lien tout de suite. Donc le fait est qu'il a commencé donc vers ses 3 mois et à 4 5 mois, il était déjà capable de pister les lièvres et de les poursuivre. Donc en fait, Luca, par rapport au flair, il y a vraiment eu, un apprentissage du flair sur le gibier qui s'est fait très, très tôt et il a été bon très vite et c'est ça qui a fait que les choses ont dégénéré parce qu'il il est doué, en fait. Il est Mmh. naturellement doué et du coup, de devoir gérer un chien chasseur avec un haut instinct de prédation et en plus qui est doué, moi, j'étais pas prête à encaisser tout ça à l'époque, donc j'ai fait plein d'erreurs qui ont contribué à le renforcer encore plus dans sa prédation et ça a pris des proportions, voilà, graves puisqu'il a tué, plusieurs animaux, dont des chevreuils, donc c'est quand même des gros animaux. Ça fait sa taille, alors ça fait pas son poids, mais ça fait quand même sa taille et c'était, vraiment, compliqué à comprendre ce qui se passait et surtout, bah, à gérer, au quotidien, quoi. Et quand tu parles donc d'erreurs que tu as faites, enfin qui se sont peut-être un petit peu accumulées, tu as des exemples en particulier? Ah Parce bah que oui, comme ça pourrait peut-être, tu vois, aider les gens. Quelles sont les erreurs à éviter? On pourrait bah, rajouter une section. la 1re erreur qui est évidente, bah, c'est de pas mettre de longe. Parce qu'en fait, donc moi, j'ai commencé à éduquer mon chien avec, des conseils et des formations d'éducateurs, connus sur les réseaux qui, comment dire? Qui vont beaucoup insister sur le fait que les balades, elles doivent être faites en libre et tout ça, que les chiots, comme ils ont pas peur, il faut les laisser détacher tout de suite. Parce qu'ils vont pas s'éloigner. Alors j'ai fait des balades avec des chiots qui avaient 4 mois, qui restaient dans un périmètre de 10 mètres autour de leurs humains. Moi, Luca, à 4 mois, il partait déjà à 500 mètres de moi pour poursuivre des trucs. Donc vraiment, j'étais prise entre ces conseils et ces espèces d'injonctions au final de, bah, le chien, il faut qu'il soit libre, tout ça et d'un autre côté, une réalité que moi je vivais qui correspondait pas du tout à ce que je pouvais trouver chez les professionnels sur les réseaux, que je trouvais pas dans mon entourage, parce que je faisais pas mal de balades, canines avec, des groupes, sur Facebook et tout ça et je me sentais vraiment j'avais l'impression que j'étais la seule à avoir un chien comme ça Mmh. et du coup, je savais pas quoi faire et aujourd'hui, si je pouvais revenir dans le passé, mais la première chose que je ferais évidemment, c'est que je le mettrais en longe tout de suite. Et que je lui apprendrais ce que je lui ai appris donc beaucoup plus tard, bah, je lui apprendrais beaucoup plus tôt, en fait. Ça aurait Mmh. été beaucoup plus simple et ça aurait évité, qu'il y ait des animaux qui meurent, et que je me fasse, des sangs d'encre, parce que, il partait vraiment, Luca, il est capable de partir à plus d'1 kilomètre quand il poursuit quelque chose. Donc, ouais, ça aurait évité plein de choses, un peu, ouais, angoissantes et qui auraient pu, mal finir, même pour lui. Il aurait pu se faire shooter par une voiture, la première chose, c'est vraiment de se dire, bah, quand on a un chien chasseur, c'est quelque chose qui revient, hein, très souvent. Moi, je vois, auprès de mes clientes ou de mes abonnés, c'est la longe, c'est, psychologiquement, c'est dur de l'accepter Mmh. et il y a un très joli témoignage sur mon compte Insta qui en parle très bien. C'est un témoignage en 4 parties où la personne, elle explique, bah, qu'elle a un peu suivi le même parcours que moi. C'est-à-dire qu'elle arrivait pas à remettre la longe parce que la liberté, à ce moment-là, c'était plus important et il y avait un vrai blocage et moi, j'ai vraiment vécu la même chose. J'ai vraiment vécu un blocage et donc bah, le chien se renforce et donc bah, cette personne qui a témoigné, elle s'est pris des vagues de commentaires jugeants, de Mmh. la part de gens qui disaient: «Bah oui, fallait mettre la longe», mais en fait, oui, c'est vrai, mais il y a des blocages psychologiques que certaines personnes peuvent avoir et il suffit pas de dire: «Bah, tu qu'à mettre une longe» pour que ces blocages soient levés. Donc il y a tout un travail, aussi là-dessus
et moi, je sais que c'est un aspect important aujourd'hui de l'accompagnement que je propose aux personnes de chiens chasseurs. C'est que quand je leur dis: «Bon, bah, voilà, maintenant, ça va être la longe partout, tout le temps, pendant des mois, voire 1 an, voire 2 ans», et ben, ça leur fait mal, vraiment, ça leur fait Mmh. mal, et il y a tout un travail d'acceptation de cet outil qui peut prendre vraiment du temps et qui est vraiment difficile. Donc la longe, c'est la base, mais c'est pas si simple que ça non plus. Ouais. Ouais, ouais, je vois parfaitement. Parce que moi aussi, enfin, moi j'ai eu toutes mes premières générations où on habitait, alors à Genève, mais en fait à la campagne. Et Genève, ce qu'il faut savoir, c'est que la chasse, elle est interdite depuis 50 ans. Mmh. Heu, mais comme, si tu veux, l'enclave, puisque c'est une enclave entre la Savoie et l'Ain, enfin entre la Haute-Savoie et l'Ain, il y a de la campagne, mais c'est pas de la rase campagne. Ce qui fait qu'on a peu de gibier. On a du lièvre, on a quelques sangliers, on a dans les forêts, quelques chevreuils, mais ça n'a rien à voir avec là où j'habite maintenant. Mmh. Et du coup, moi, tous mes premiers chiens, n'étaient pas du tout chasseurs parce que, bah, comme on était quand même dans un environnement citadin, tu commences les balades, en laisse, j'allais plutôt dans des lieux, on va dire, fréquentés par des humains. Même si les chiens pouvaient être en libre, on n'était pas en rando. Mmh. Du coup, ils se sont construits en fait, même si on allait en rando de temps en temps, c'était pas leur quotidien. Du coup, ils se sont construits un peu comme des chiens de ville et ils se sont pas construits avec l'idée que chasser était potentiellement, quelque chose de réalisable. Et du coup, sont arrivées, les générations suivantes et là, bah, entre, les chats sauvages, les sangliers, les renards, les chevreuils, bref, tout ce qu'on a autour de chez nous, je vois que c'est autre chose. Et comme, bah, j'ai eu plusieurs chiens qui se sont mis, branchés en mode, prédation, bah, maintenant, par exemple, Happy, qui est la dernière arrivée, là, on va dire que, tous les départs de la maison, elle est en longe. et Mmh. heu et du coup, j'entends très bien ça, enfin, ce que tu racontes, parce que je suis, alors je vais pas dire en souffrance à chaque fois parce que maintenant je suis quand même habituée et puis je sais que, c'est voilà, c'est qu'une période et souvent, ben, plus loin je la détache, mais je sais que, c'est aujourd'hui encore quelque chose de compliqué pour moi. Ça, Mmh. je l'entends parfaitement. Maintenant, comme je sais que, parce que j'ai vu la vidéo, mon voisin qui a 200 mètres, mais 200 mètres pour un chien, c'est rien. Ah oui. Il a tous les soirs à minuit une horde de sangliers, parce que c'est pas juste deux trois sangliers, hein, il y a plusieurs adultes et des petits qui viennent manger dans son jardin. Heu, Moi, je sais que là, en ce moment, au départ de la maison, on part en longe parce que potentiellement, on va croiser peut-être un sanglier, ou autre. Mais ouais, 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 ça je comprends que c'est quelque chose, bah, qui peut Mmh. être difficile. Bah, en tout cas, merci pour ce retour, c'est hyper intéressant. OK, donc du coup, assez jeune, il a eu ces comportements de prédation qui sont apparus. Mmh. Toi, tu as été un petit peu dépassée, par tout ça, si je peux résumer, parce que déjà, tu as pas forcément identifié et puis tu avais encore une fois cette, idée dans la tête, qu'on se fait quand on a un jeune chien, que tout va être parfait, qu'on fait les promenades ensemble et cetera et Voilà. cetera. Mmh. Donc ces problèmes de prédation arrivent. Et bah, à ce moment-là, à un moment donné, tu décides d'agir. Donc, dans les grandes lignes, est-ce que tu peux nous expliquer comment, ben, petit à petit, tu as réussi à gérer, ces comportements de chasse ou en tout cas à, enfin, les atténuer ou arriver au stade où tu es arrivé aujourd'hui? Parce que moi, quand je vois tes vidéos, on voit genre les petits lapins qui dansent sur le chemin ou le chevreuil qui s'arrête pour vous regarder, Ouais. je me dis: «Waouh!» quoi, enfin, c'est quand même assez incroyable. Bah, on revient de vraiment très, très loin avec Luca, vraiment, vraiment très, très loin, et moi aussi quand je vois ça, je me dis: «Waouh, c'est dingue». Mais donc comment j'ai fait? Alors la première chose, ça a été déjà de trouver des informations. Parce que commencer à travailler sans un minimum de connaissances théoriques, c'est pas possible. Donc il a fallu creuser, creuser, creuser. J'ai passé des heures sur internet à chercher et je trouvais rien de vraiment très pertinent. Je trouvais beaucoup de généralités, en fait.
Mmh. Des choses qui disaient: «Oui, la prédation, c'est naturel, il faut mettre une longe, et puis il faut rediriger» et enfin des conseils assez, basiques et encore une fois, je me disais: «Mais c'est pas suffisant pour le niveau de prédation que Mmh. que Luca possède». Donc chercher, déjà, ça m'a pris énormément de temps. Le livre de Simone Müller n'était pas encore traduit en plus à l'époque, il me semble, donc je l'ai pas découvert tout de suite. Donc il y a vraiment eu une période comme ça de flottement. Mais sinon, en termes de choses concrètes, ce que j'ai travaillé, c'est que j'ai réfléchi. Je me suis dit: «Bon, il chasse, heu, qu'est-ce qui le motive le plus dans la chasse?» Lucas, c'est un chien de berger, donc la poursuite, le mouvement, c'est quelque chose de très, motivant chez lui Mmh. et je me suis dit: «Bon, alors si c'est la poursuite, va falloir faire quelque chose». Sauf que, encore une fois, j'avais entendu pendant mes recherches, si vous avez un chien qui fait de la prédation, ne jouez surtout pas à la balle avec lui parce que ça renforce la prédation. Donc moi, pendant longtemps, je m'étais dit: «Ah bah, je veux pas renforcer ça vu que c'est déjà catastrophique», donc je n'ai pas joué à aucun jeu de lancer avec lui et un jour, j'en ai eu marre, je me suis dit: «Bah, je vais arrêter d'écouter ce que j'ai dit sur internet, je vais essayer de tenter des trucs par moi-même». Parce que comme c'était mon premier chien, je me sentais pas légitime en fait de tester des choses. Je me disais: «Les pros s'ils le disent, bah, c'est qu'ils ont raison, ils sont pros et tout» et je me suis dit: «Bon, je vais quand même faire par moi-même». Donc j'ai acheté une balle et vraiment je veux pas faire attention, solution miracle, mais moi dans mon cas, ça a été solution miracle dans le Mmh. sens où Luca en 3 jours de balle, son comportement, il a changé mais radicalement. C'est-à-dire que j'ai mis en place le jeu de balle dans un certain environnement, donc dans les vignes, parce que moi j'habite dans les vignes et avant dans ces vignes, c'était là où il passait son temps à chercher les lièvres et à les poursuivre entre les rangs de vignes et là, en 3 jours, à chaque fois que j'allais dans la balade, dans les vignes, j'emmenais la balle et il préférait en fait poursuivre la balle que de chercher les lièvres et là, j'ai commencé à avoir des tilts. Je me suis dit: «Ouais, donc en fait, il y a vraiment la poursuite qui est quelque chose d'ultra motivant chez lui et en fait, c'est peut-être la poursuite qu'il va chercher quand il chasse. Peut-être qu'en fait, Mmh. il va chercher les lièvres juste pour les poursuivre. Donc si c'est juste ça, bah, je vais encadrer les jeux de lancer, les jeux de balles». Donc j'ai commencé à voilà, à jouer avec lui à différents, types de jeux de lancer et ça a été vraiment quelque chose d'important parce qu'après, quand j'allais me promener en forêt, alors toujours en libre à ce moment-là, j'avais pas eu encore le déclic, longe partout. Donc il y avait des moments où là, il était encore en libre. Donc en forêt, en fait, ce que je faisais, c'est que je faisais une petite séance de balles avant, comme ça, il se défoulait pour la poursuite et après, une fois qu'il était dans la forêt et ben, il arrivait à rester plus concentré sur le chemin et à juste Mmh. prendre les odeurs et à être moins frénétique dans sa recherche d'animaux. Donc du coup, j'avais quand même constaté comme ça un lien de cause à effet, mais il cherchait quand même des animaux, même si c'était moins. Ça continuait parce qu'à l'époque, j'avais pas compris l'importance du flair pour lui et ça a été la deuxième étape. Ça a été de me dire: «Mais en fait, il poursuit, mais il piste, en fait». Je le voyais difficilement hein, parce que quand il partait dans la forêt, bon, bah, il partait, je le voyais plus, hein. Moi, je pouvais faire des balades, pendant 1 heure et pendant 45 minutes, je le voyais pas de la balade parce qu'il était à droite, à gauche en train de alors je l'entendais dans les broussailles et tout, mais je le voyais pas parce qu'il était sur les pistes Mmh. et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser au flair et c'est là que je suis tombée sur toi. C'est là qu'en fait, je suis tombée sur tes podcasts qui expliquaient, par exemple, il y en a un, moi, qui m'avait énormément marqué sur ce qui va influencer les odeurs, donc l'humidité, la chaleur, comment elles se déplacent et tout et là, je me suis dit: «Ah ouais, mais alors je comprends mieux parce que quand c'est l'automne et qu'il y a de l'humidité ou que c'est le matin, bah, c'est là que je vois qu'il part plus souvent, sur les pistes et qu'en été, il part, jamais sur les pistes», et ça, je me souviens que cet épisode, il a débloqué un truc, vraiment chez moi sur la compréhension Mmh. du fonctionnement de la prédation. C'est-à-dire que c'est pas juste un comportement qu'on observe chez le chien, c'est aussi l'environnement, comment il agit sur le chien et étant donné que c'est des odeurs, bah, de comprendre comment fonctionnent les odeurs, avec, voilà, la météo, l'influence du vent et tout ça,
Moi, ça a vraiment été quelque chose qui m'a débloquée et qui m'a permis de me dire: «OK, donc là, vu qu'il y a beaucoup d'humidité et plus d'odeur, je vais peut-être plutôt là le remettre en longe. Là, il y a plus de chaleur, donc moins d'odeur potentielle, donc là, je peux peut-être plutôt le détacher» et j'ai commencé à essayer comme ça de gérer en fonction aussi de la météo, les moments détachés et attachés. Mais évidemment, c'était pas suffisant, hein, parce que Luca est, comme je le dis, très doué et il arrivait quand même à se trouver, des chevreuils, ou des lièvres. Mais en tout cas, le flair, ça a été la plus grosse partie du, du travail de la chasse de Luca. Vraiment, sans le flair, j'en serais pas là aujourd'hui. Mmh. Ça aurait été impossible. Excellent. Bah, on en avait un petit peu parlé, ça va amener, quelque part ma question suivante, mais et justement par rapport à ma question suivante, quand on parlait de cette question-là, et je spoiler, je vais y venir, hein, vous inquiétez pas. Où je te disais et au début tu comprenais pas ma question et je te disais: «Mais en fait, heu, voilà, quelle est la motivation des chiens?» C'est à ça que je faisais référence. Du coup, Mmh, bah, Luca, c'est la poursuite. Moi, j'ai une de mes chiennes, June, c'est la poursuite mmh. et parce que, par exemple, quand on est en vacances, enfin, quand on était en vacances en Italie, les chats qui bougent pas dans la rue, ça ne l'intéresse pas. Parce que moi, au Quelle départ, je pensais chance. qu'elle avait un problème avec les chats. OK. Le chat qui ne bouge pas, elle passe à côté en faisant: «Mmh mh». Enfin, genre, il y a une espèce de petit pic d'excitation ou peut-être qu'elle se dit: «Je sais pas trop ce que c'est ce truc». Bon, en même temps, les chats italiens, vaut mieux pas trop aller les chercher, hein, parce que c'est les Mmh. caïds de la rue. Tu vois clairement que déjà, tu les vois, tu te dis: «Non, lui, on va pas aller le voir». Mmh. Que si elle voit un chat chez moi, ils sont plutôt, sauvages, donc dès qu'ils potentiellement, ils voient qu'un chien les a repérés, ils partent. Bah, ils détalent comme des lapins, voilà Mmh. et ben, alors là, je la perds. Mmh. Et j'avais une autre chienne, elle est devenue alors elle était déjà chasseuse, mais comme toi, et pourtant j'étais déjà professionnelle à l'époque, mais moi j'étais encore une fois la citadine, hein, donc elle pourchassait, très jeune, hein, elle s'est mise à courir après les corneilles et puis moi je trouvais ça rigolo, enfin rigolo, pas rigolo, mais ça me posait pas de problème parce que de toute Mmh. façon, je savais qu'elle choperait pas une corneille et puis, en plus, c'était souvent au même endroit donc les corneilles commençaient à la connaître donc c'était limite si elles attendaient la chienne pour ensuite, partir. Sauf Ouais. que quand on a emménagé là où on est maintenant, elle avait, 8 mois je crois et genre 2 mois après qu'on ait emménagé, elle est tombée nez à nez avec un chevreuil qui est parti. Mmh. Non, il y en avait 2 de chevreuils, elle est partie. Et à partir de là, les chevreuils sont devenus sa passion. Mais Mmh. c'était vraiment, bah, c'est cette rencontre avec ce chevreuil qui mais le point commun de ces 2 chiennes, bah, c'est comme Luca, c'était en fait le fait de courir. Parce que la chienne dont je parle, elle est décédée, c'était Engie. Engie, elle pouvait voir une touffe d'herbe qui dépassait du champ, elle partait comme une bombe, elle arrivait à la touffe d'herbe, puis elle faisait: «Oh ben non» et puis en fait, elle revenait. Donc elle s'imaginait presque des scénarios de chasse Elle comme croyait que Lu c'était un chevreuil, en fait? quelque chose. D'accord. Non, elle savait que c'était pas un chevreuil, mais elle s'imaginait que c'était peut-être un chat et pourtant elle était très sociale avec les chats, hein. Elle a Mmh. jamais eu de problème avec les chats, elle adorait nos chats, enfin voilà. Mais je pense qu'elle, son but dans la vie, c'était de courir vite. Mmh. Et en plus, j'avais beaucoup travaillé le rappel avec elle, donc elle avait un très, très bon rappel. Ce qui fait que, bah, quand elle partait comme une bombe, souvent aussi, bah, je la rappelais et puis, bah, elle pouvait courir du coup 2 fois. Ça faisait aller-retour. Oui, je vois. Mais et c'était justement, bah, du coup, je vais poser ma question, mais c'était un petit peu à ça, que je faisais référence. C'est finalement quelle est la motivation intrinsèque, quelque part, des chiens qui alors moi, c'est du bulldog, hein, c'est pas censé chasser. Toi, c'est du berger blanc, c'est pas censé chasser ou en tout cas pas comme ça et pourtant. Du coup, ma question suivante, c'est dans les personnes que tu accompagnes, qu'est-ce que tu observes avec leurs chiens? Enfin, comment expliques-tu que, ces chiens-là ou que le tien ou que, par exemple, mes bulldogs alors June, elle est croisée malinois, elle a peut-être, des circonstances atténuantes, non, je sais pas. Oui. Oui, oui, Mais voilà, clairement. comment est-ce que tu expliques que ces chiens-là se disent un matin: «Ah bah tiens, je vais chasser»? Bah, en fait, il y a plusieurs motivations. Je vais essayer de rester un peu simple, mais déjà, il faut comprendre que la prédation, il y a plusieurs actions dedans. La poursuite, ça en fait partie.
Le pistage, ça en fait partie. La morsure, ça en fait partie. Donc en fait, déjà, les chiens, ils peuvent être motivés par une ou plusieurs actions qui font partie de la prédation. Donc par exemple, Luca, lui, il est particulièrement motivé par la poursuite, Mmh. mais aussi par l'observation et par le pistage. OK. Par exemple, il a pas du tout de motivation pour la morsure, c'est-à-dire que jouer à tirer avec une corde ou un tug, il s'en fiche. Ça, c'est Mmh. pas du tout il est pas du tout motivé par l'action en tant que telle. Donc déjà, il faut bien réussir à déterminer quelle action le chien, préfère et ça, souvent, c'est lié à la génétique. Les chiens de chasse, ils vont être un petit peu, frénétiques, des pistes, des odeurs parce qu'ils sont sélectionnés pour ça et les chiens de berger, bah, eux, ils sont sélectionnés pour le mouvement, le et la poursuite, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une grosse problématique, récurrente qu'on retrouve chez eux. Donc il y a ça d'un côté, mais il y a aussi la motivation pour le gibier en tant que tel. C'est-à-dire que là, c'est pas juste une question de mouvement. Par exemple, Luca, lui, s'il voit un animal immobile, ça l'intéresse autant que s'il est en mouvement. Mmh. Parce que c'est vraiment le gibier qui compte. Donc il y a des chiens qui vont être motivés juste par des actions de la prédation, par exemple poursuivre, mais pas par le gibier. Mais dès que le gibier est en mouvement, ça devient une cible à poursuivre. Mais c'est une cible, c'est pas une proie. Et c'est pas la même chose. En fait, dans l'état d'esprit du chien, il faut bien comprendre que lui, les animaux, il va un petit peu, entre guillemets, les classer dans des catégories. Soit c'est une proie, soit c'est dangereux, soit c'est nul, quoi, c'est neutre. Ou soit ça peut être aussi, des amis avec qui jouer, on voit des chiens qui peuvent jouer avec des chats, avec qui ils s'entendent bien. Et en fait, le chien chasseur, il est vraiment caractérisé par cette perception des animaux. Si pour lui, l'animal est une proie, c'est pas pareil que si l'animal, c'est juste une cible sur laquelle il exerce un comportement qui lui fait plaisir. Et Luca, lui, il avait à la fois la motivation pour la poursuite, qui faisait du coup sur les animaux parce que, bah, c'était des cibles, je jouais pas à la balle avec lui. Mais depuis que j'ai joué à la balle avec lui, Mmh. poursuivre les animaux, je vais pas dire que ça l'intéresse plus, évidemment, c'est pas ça, mais je vois qu'il prend beaucoup plus de plaisir à les observer et à être vraiment dans une interaction comme ça visuelle très longue. Des fois, ça dure un quart d'heure, hein, il y a des chevreuils, parce que nous, c'est pareil, ils nous connaissent, donc comme on passe toujours au même endroit, il y en a, ils nous reconnaissent et ils nous voient et ils ont plus l'air de se dire: «Ah oui, c'est encore eux», ils continuent de manger et puis au bout d'un moment, ils finissent par partir, mais en marchant, en fait. Ils courent même plus, ils nous connaissent trop. Alors pas tous, hein, mais il y en a qui nous connaissent et donc ceux-là, des fois, on peut rester devant à les observer 5, 10, 15 minutes et des fois, ça pourrait durer plus longtemps, mais il faut bien qu'on avance, quoi, parce que, on va pas rester comme ça 1000 ans devant un chevreuil et en fait, il prend beaucoup plus de plaisir à être dans cette interaction visuelle avec une proie que de poursuivre. Aujourd'hui, quand je joue avec lui à la balle, il court derrière. On fait des séances de, je sais pas, genre 3 minutes max et en fait, ce qu'il va préférer, c'est après la garder dans la gueule et se promener avec. Mmh. Donc le fait de garder en gueule quelque chose, ça aussi, c'est une action qu'on peut retrouver dans l'éthogramme de prédation. Donc la chose la plus difficile quand on a un chien chasseur, pourquoi est-ce qu'il commence à chasser? Pourquoi il chasse? Bah, c'est de comprendre la motivation, d'où elle part et là, moi, ce que j'accompagne, bah, en fonction des chiens, ils vont pas avoir la même motivation. Par exemple, j'accompagne un lévrier, bon, bah, sans trop de surprise, sa motivation, c'est de courir derrière les animaux. Et oui. Et justement, on essaye d'avoir un travail où on développe le flair plutôt que le visuel. Mmh. Et à l'inverse, j'ai, une cliente qui a un husky et alors elle, c'est vraiment un exemple, typique. Elle a, entre guillemets, «tout bien fait». Elle a suivi tous les conseils. Elle avait
enfin avec son chien, elle arrivait quand il regardait, elle arrivait à le détourner et à le recentrer sur de la fouille de friandises au sol et ça marchait pas. Ça marchait pas parce qu'en fait, à ce moment-là, ce chien, c'est pas flairer des friandises qui l'intéressent, c'est d'avoir un contact avec le gibier et un contact, il peut être soit olfactif, donc prendre les odeurs de gibier, il peut être visuel, donc regarder le gibier, regarder comment il se déplace et cetera et après, bon ça évidemment nous on le fait pas, mais il peut être jusqu'à aller, le saisir et le tuer et tout ça et le manger. Mais voilà, ça c'est la partie interdite. Mais bon, il y en a qui peuvent être motivés, par ça parce que il y a les chiens qui chassent, qui tuent et c'est fini. Il y a les chiens qui chassent, qui tuent et qui mangent. Et là, c'est encore différent parce que là, il y a une motivation alimentaire qui peut arriver derrière. Donc, en fait, trouver la vraie motivation d'un chien, c'est extrêmement difficile parce que c'est pluriel. Il y a pas une seule chose qui motive un chien. Il y a plusieurs choses. Déjà, il y a la génétique qui est un socle qui influence énormément déjà le comportement. Et après, va y avoir les apprentissages. Il peut y avoir, par exemple, des chiens qui vont être stressés parce qu'ils ont un environnement, où ils sont souvent stressés pour X raisons. Ils peuvent se mettre à chasser pour, en fait, apaiser leur stress. Parce que du coup, ça a des vertus, le fait de chasser pour eux. Ça va libérer des hormones dans leur cerveau, ça va les apaiser et donc ça va les aider à gérer leur stress. Lucas, par exemple, j'ai pu voir quand on faisait des balades canines en vieillissant, en devenant adulte, ça ça l'intéressait plus. Il était plus à l'aise de se balader avec des chiens et il chassait encore plus. Et donc à Mmh. ce moment-là, dans ce contexte-là, il chassait pour éviter la situation. Mais quand il y avait d'autres chiens en balade avec nous et qu'on n'était que seuls, bah, il pouvait chasser juste par plaisir, en fait, de chasser. Et en fait, ça, il y a vraiment beaucoup de chiens qui vont chasser juste parce que ça leur fait trop plaisir, en fait, de faire ça. Et c'est souvent la motivation, enfin moi de ce que j'observe, ça va souvent être la motivation principale, mais il y a quand même d'autres choses qui se mettent avec et il faut démêler tout ça et c'est pas évident, mais Bah, petit c'est à souvent petit, ça, j'ai envie de dire, la tâche la plus difficile, c'est-à-dire d'identifier dans, la chaîne de comportement qui est quand même assez longue, quelle étape est finalement, numéro un dans la liste de ce chien-là? Parce qu'on va pas avoir la même approche, j'imagine que toi, tu as pas la même approche sur un chien qui aime poursuivre ou un chien qui aime, ben, par exemple, stopper, ou sa motivation, c'est, par exemple, le contrôle. Moi, je sais que June, très jeune, elle contrôlait le mouvement et mmh, du coup, chez elle, je suis même pas sûre que la poursuite soit motivée par la poursuite. Je me demande si c'est pas plus parce que en fait, parce qu'elle le faisait sur les chiens quand elle était jeune, c'est un chien qui court, hop, il faut qu'il s'arrête. Tu vois? mmh, Donc parfois, ça peut être aussi ça, c'est-à-dire que, finalement, bah, ça ressemble à un comportement de prédation, mais en réalité, c'est le côté berger qui dit: «Bah, non, en fait, toi, il faut que tu t'arrêtes» et je pense que c'est effectivement ça le plus difficile, c'est d'essayer de se mettre dans leur tête et de se dire: «OK, alors toi, bon, tu es par exemple un lévrier, qu'est-ce qui te passionne dans la vie?» ou qu'est-ce qui te c'est presque une interview, voilà. oui, «Quand oui, vous oui, serez grand, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie?» c'est «J'aimerais ça. chasser les lapins». C'est ça. Mais Ah bah ça, mais en plus, tu vois, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que en fait, tu disais, que les chiens de berger, a priori, c'est pas fait pour, faire enfin, c'est pas fait pour faire de la prédation, mais en fait, toute la chaîne du troupeautage, c'est issu mmh mh. de la prédation et même les bergers, moi, j'écoutais un podcast une fois où, les bergers, il y en avait un qui expliquait que son chien, il avait, été jusqu'à mordre, jusqu'à blesser, un mouton parce que, bah, ça reste quand même de la une forme de prédation, même si c'en est pas enfin, c'est un entre 2 quoi. Les chiens de berger, c'est vraiment, ils sont sur un fil, quoi tout le travail du troupeautage, c'est de les maintenir du bon côté et qu'ils basculent pas, justement, dans cette morsure, et qui blesse les troupeaux et ensuite, le chien de berger, il a cette motivation à la poursuite, mais moi, ce que j'ai pu constater, par exemple, avec Luca, c'est que même si la poursuite, ça le motive, la motivation de l'observation, c'était une motivation qui était cachée par le fait qu'il était en poursuite. Parce que quand il poursuivait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un chien donc surtout les bergers, là je parle, mais surtout les chiens motivés par la poursuite, quand ils vont dans la forêt, ils cherchent des animaux, ils poursuivent
et ils font que ça. Ils cherchent, ils poursuivent, ils cherchent, ils poursuivent et c'est exactement la même chose que quand on prend une balle, on jette, il rapporte, il jette et on fait un cercle vicieux comme ça, où on jette la balle en boucle sans rien du tout, sans exercice, sans contrôle, sans trucs qui viennent cadrer tout ça, on va dire et que c'est sans fin. Ça va provoquer dans le cerveau du chien des shoots et en fait, on les perd, quoi. Ils deviennent complètement, on pourrait dire «drogués» entre guillemets, mais c'est juste une image, mais c'est un petit peu ça et donc quand le chien, il poursuit les animaux, moi j'entends parfois les gens qui disent: «Ah mais moi mon chien il poursuit, il est heureux». Mais non, il subit sa génétique, il subit tout ce qui se passe dans son corps et il est pas heureux et pour son corps, c'est pas sain parce que d'être comme ça tout le temps frénétique, c'est pas sain et une fois qu'on arrive à apaiser les chiens, parce que la base du travail de prédation, c'est quand même l'apaisement, le calme, parce qu'on ne peut pas travailler quelque chose parce que les actions de chasse, elles sont tellement excitantes et plaisantes pour les chiens que pour qu'ils sachent les gérer, il faut une très, très bonne base émotionnelle et du calme. Donc une fois qu'on a posé ça, eh ben, on peut se rendre compte que finalement le chien, il n'était pas si motivé que ça par la poursuite et qu'en fait, il était peut-être motivé par un autre comportement de chasse, mais comme la poursuite, c'est l'action la plus excitante dans toute la chaîne de prédation, ça masquait le reste Mmh. et une fois qu'on met la poursuite de côté, eh ben, on peut redécouvrir son chien et moi, par exemple, Luca, j'ai vraiment redécouvert qui il était et j'ai découvert que c'était vraiment un observateur, voilà, il voit les trucs, il s'assoit, il se pose devant sa petite télé, c'est télé chevreuil et puis il regarde et il est content et le pistage aussi, par exemple, j'ai vu que c'était quelque chose qui avait beaucoup plus d'importance pour lui que la poursuite. Ça vraiment, le flair, c'est un truc chez lui qui est énorme en termes de motivation et beaucoup plus que la poursuite. Donc des fois, on peut croire que notre chien, il est motivé par quelque chose, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. C'est juste qu'il est pris dans un cercle, d'excitation et nous, on interprète ça à tort comme, bah, il est content. Il poursuit parce qu'il aime ça. Non, il poursuit parce Il qu'il est en mode automatique il est en souvent, en fait, ouais, c'est mmh. exactement ça. Puis il y a un côté qui peut être aussi, addictif, en fait. Oui. Hem, Mais on le voit parce qu'en fait, pour ces chiens-là, il se passe plus rien. Enfin, ils occultent complètement, bah, tout ce qu'il y a autour. mmh, C'est-à-dire que, ben, s'ils sont en train de poursuivre une voiture qui arrive, j'ai envie de dire un train qui passe, enfin, je veux dire, ils ne voient plus rien et puis mmh, d'ailleurs, on le sait puisque on sait que dans ces cas-là, si on rappelle le chien, il nous entend même plus, hein oui, et effectivement, comme tu dis et ben, souvent, ça tourne en boucle, hein. oui. Ouais, non, mais c'est ça et en fait, ce qui est triste, c'est que aujourd'hui, quand on parle de chiens qui va prédater, en fait, souvent, c'est associé à la poursuite parce que c'est ce qui est hyper visible, alors qu'en fait, il y a plein d'autres choses dans la prédation et la poursuite, c'est juste une seule des actions et les chiens de berger, notamment, ils ont d'autres actions motivantes, notamment l'observation et ça, c'est vraiment le levier quand on a un chien de berger et qu'on veut travailler la prédation. L'observation, c'est la clé, hein, c'est vraiment c'est la base. D'ailleurs, Simone Müller, elle a travaillé sur l'observation parce qu'elle avait elle-même une chienne qui poursuivait beaucoup et c'était une chienne de berger, si je dis pas de bêtises. C'est vraiment quelque chose, l'observation, qui vient contrer la poursuite dans le cas des chiens de berger. Parce que, par exemple, les chiens de chasse, bah, ça va être autre chose, encore une fois. On Mmh. va vraiment adapter en fonction du profil du chien, de sa base génétique et etc. Oui, alors tu sais quand, je disais que les chiens de berger étaient pas censés enfin n'étaient pas oui, sur le papier, pas censés être chasseurs, c'est-à-dire qu'ils n'appartiennent pas à la catégorie de chiens de chasse. Mais OK. maintenant, de toute façon, tout toutes les utilités qu'on a sélectionnées chez le chien sont issues de la séquence, de prédation. Parce que si Oui, tu regardes les chiens qui sont sélectionnés pour le oui. mordant, c'est la morsure d'immobilisation. C'est-à-dire Mmh, que tu as un mec qui part en courant et le chien doit l'arrêter et ça, mmh, c'est de la prédation. Donc oui, au final, on est même au-delà, enfin, tu vois, presque de la race, hein, enfin du type parce que le Schnauzer, alors je me souviens plus, mais je crois que c'est type Molos je sais pas si c'est pas ou ils ont un type à part, enfin bref. Les Schnauzers sont très forts au mordant,
et ils sont pas dans une catégorie, chien de berger. Ou par exemple, le rottweiler, on fait du mordant et c'est pareil, c'est du molosse, donc c'est même bouvier, chien de bouvier. Mmh. Mais tout ça pour dire que finalement, tout ce qu'on a sélectionné chez les chiens, bah, c'est issu, de la prédation, quoi, peu importe, l'utilité. J'arrive pas à oui, à part peut-être les chiens de compagnie, allez. Oui, bah, je pense que Et c'est la seule encore, ça veut pas catégorie. dire qu'ils peuvent pas chasser Oui, parce que oui, mais moi, en j'ai termes de déjà vu des sélection, bichons poursuivre des trucs. oui. Oui, non, mais de toute façon, tu as complètement raison, en fait, et c'est pour ça que c'est dommage que la prédation soit si peu abordée, étudiée, parce que c'est quand même la base de beaucoup de choses, et qu'on peut avoir des problématiques comportementales chez des chiens qui sont juste, entre guillemets, «dues» à leur génétique, d'actions de chasse qui sont présentes chez eux dans leur répertoire, et une fois que tu comprends ça et que tu sais comment les cadrer, et ben ça va tout de suite beaucoup mieux, parce que les chiens, ils avaient une utilité, ils avaient des missions, et là, dans nos villes, dans nos campagnes même, dans notre mode de vie, ils ont plus de mission, Mmh. et on veut qu'ils se baladent en forêt comme nous, on le fait. C'est-à-dire, on regarde les petits oiseaux, on regarde les arbres et c'est joli. Sauf qu'eux, ils ont pas cet usage-là de la forêt. Pour eux, la forêt, c'est un lieu où on peut potentiellement chasser. Donc en tout cas, quand on a un chien chasseur, le chien chasseur, la forêt, c'est on chasse. Mmh. Et en fait, il y a tout un travail justement pour lui dire: «Alors non, c'est pas forcément la forêt on chasse, mais voilà, telle forêt, ça peut être, on va encadrer certains Mmh. comportements de chasse qui sont OK. Telle autre forêt, par contre, on va se promener». Et en fait, il faut bien comme ça réussir à cadrer le mode chasse chez le chien et répondre à à ces missions qui sont encore encodées, en lui. Et par exemple, bah, les activités de flair, ça permet ça, Mmh. notamment. Ou après d'autres choses, les jeux, voilà, avec la balle et tout ça, quand c'est bien, fait, ça permet aussi ça. Mais c'est vrai que c'est dommage, parce que tu as complètement raison, ils sont tous sélectionnés sur certaines actions qu'on va avoir plus ou moins, qu'on aura plus ou moins exagérées, et il y a beaucoup de problèmes qui sont dus, en fait, à une non-gestion de ces actions de chasse. Et oui, ou méconnaissance ou problème d'identification parce que je Oui. crois que ça nous est tous arrivé. Enfin, je te dis moi aussi, hein, enfin, j'ai pas vu chez NG le truc, pointer son nez. Je pensais pas que le fait de courir, derrière des corneilles, ça allait amener un chien qui court après des chevreuils. Ma foi, c'est Oui, oui, comme non, ça. mais c'est sûr. Non, et puis même des fois, c'est dans le sens inverse. C'est que, par exemple, on va voir un chien qui s'approche d'un congénère en posture basse, qui se couche, et là, on va dire: «Ah oui, bah, le chien, il fait de la prédation sur les congénères». Non, en fait, non, non, ça, il faut arrêter de le dire. C'est agaçant. Parce Mais que c'est pas de la prédation, c'est juste une action qui vient du répertoire de la prédation, mais qui, dans ce contexte, va avoir une autre fonction. La prédation, juste pour rappel, c'est quand même quand un prédateur va capturer une proie pour la manger. Donc, à moins que le chien, il veuille manger l'autre chien, c'est pas de la prédation. Il y a aussi cette confusion courante entre, on observe une action isolée qui vient de la prédation, et on dit: «C'est de la prédation», alors que c'est pas le cas. Donc c'est vrai qu'il y a aussi, ce truc où des fois on voit pas les choses venir, ou des fois on va surinterpréter, et on va dire: «C'est de la prédation» sur quelque chose qui n'en est pas du tout. Mais dans les 2 cas, c'est une lecture de notre part qui est, insuffisante. tout à fait, bien dit. Parce que ouais. Mais là, on va pas me lancer sur le sujet parce que on est on en a pour 4 heures. On sait aujourd'hui que le chien a une communication beaucoup plus fine que ce qu'on a pu nous dire, il y a 20 ans, que malheureusement, bah, tous ces a priori ou toutes ces étiquettes ont la vie dure et que j'espère que petit à petit, à force de le dire, ben, les gens vont, voilà, ouvrir un petit peu, se renseigner et puis finalement apprendre la langue du chien. Parce que quand tu as un chien, c'est presque comme si tu vis je sais pas si moi demain je devais vivre avec une famille chinoise, je pense qu'à terme, il faudrait que j'apprenne la langue, Mmh. voilà. Ouais, mais c'est exactement ça. Il faut apprendre à lire son langage, et son langage, il est riche et complexe, et il faut qu'on arrive à être à la hauteur de ce langage, quoi. Mmh, tout à fait. Du coup, tu nous as un petit peu dit que tu faisais, une activité de flair avec Luca.
Je crois que c'est Mmh. du pistage. Est-ce que tu Oui. peux nous en dire plus? Alors, donc avec Luca, je fais 2 types de pistage. Le premier, c'est le pistage sur les odeurs de gibier, parce que ça répond, là, pour le coup, à sa motivation d'être en contact avec les proies. Mmh. Et de l'autre part, je fais du pistage sur objet. Donc c'est une discipline un peu moins connue, mais en gros, c'est un petit peu comme le man trailing, sauf qu'à l'arrivée, on trouve pas un humain, on Il y a trouve un juste objet. un objet. Mmh. Mais sinon, la piste, c'est une odeur d'humaine qu'il faut suivre et ça va vraiment répondre à sa motivation de pister pour pister et d'avoir une mission pour trouver quelque chose et Mmh. d'avoir vraiment une récompense à la fin. Ces 2 types de pistage, aujourd'hui, il a la même motivation. Avant, il avait plus de motivation pour pister les chevreuils. Je l'ai mis au pistage sur objet. Heu, alors évidemment, il a été très doué tout de suite parce que, voilà, il avait quand même déjà un C'est bagage. étonnant. Non mais voilà et hem et ensuite progressivement, moi ce que j'ai pu voir et je m'y attendais vraiment pas, c'est sa motivation augmentait pour le pistage sur objet, à tel point qu'à un moment donné, il a commencé à chouiner avant de partir sur les pistes. Alors Mmh. qu'avant juste il attendait quoi, il était là: «Bon, bah, on va pister, bon j'attends» et là il s'est mis à chouiner. Mon instructrice, donc qui s'appelle Audrey, elle, quand elle part pour cacher l'objet, ah il essaye de gruger pour voir où elle va et tout, il essaye. Une fois, il a essayé, on était dans une zone avec des champs, elle est partie genre vers la droite pour aller planquer l'objet, dans un chemin. Nous en attendant, on marchait vers la gauche et il y avait un immense champ entre nous 2. Donc on la voyait pas et ben Lucas, il avait le nez en l'air et il était en train de prendre le vent pour sentir déjà les odeurs et en fait, à un moment donné, il a bifurqué dans le champ et moi je j'ai pas compris, en fait. Donc juste, je l'ai suivi, je me suis dit: «Bon, bah, il se promène» et en fait, j'ai vu qu'il commençait à pister, mais tu sais, avec l'odeur en l'air et à se rapprocher de vers là où était Audrey et à un moment donné, je l'ai vu apparaître Audrey, je me suis dit: «Mais c'est pas vrai» et en fait, il était déjà en train de la pister Mmh. Mmh. et il a vraiment développé une motivation pour la piste, vraiment pour la piste en tant que telle, Oui. qui, heu, qui est impressionnante, mais qui en même temps ne m'étonne pas vu de là où il part. Parce que je pense que ce qui s'est passé aussi, c'est que quand il pistait les chevreuils, il pouvait ensuite les poursuivre. Donc en fait, la poursuite, ça a été la récompense du pistage. Mmh. Et je pense que du coup, ça a renforcé vraiment encore plus la motivation du pistage. Mais sauf que maintenant, cette motivation au pistage, on l'a redirigée sur Mmh. une activité encadrée. Mais en parallèle, voilà, moi je veux bien insister, c'est qu'en tout cas pour Luca et pour beaucoup d'autres chiens, ça sera, le cas aussi pour d'autres chiens chasseurs, le fait de pister le gibier, ça restera quelque chose d'indispensable. Mmh. Déjà pour lui apprendre qu'est-ce qu'on fait de son instinct, comment on gère le comportement, les émotions, quand il y a des odeurs de gibier. Parce qu'en fait, moi, il y a beaucoup de chiens que je suis quand ils sont, en balade. D'un coup, il y a une odeur comme ça qui passe en travers du chemin et ils n'arrivent pas à se gérer et ils partent d'un coup, sans prévenir. Ils étaient tout calmes et là, d'un coup, paf, ils partent sur la piste parce que la stimulation, olfactive, elle est tellement forte pour eux qu'il y a plus personne, ils répondent pas. Donc de faire pister son chien sur, des odeurs de gibier, alors il faut le faire d'une certaine manière, hein, il faut pas juste emmener son chien comme ça, il faut bien encadrer, bah, ça va lui permettre justement d'être apaisé, même sur ces odeurs-là. Et du coup, la passion du pistage, donc vraiment pister pour pister, avec Luca, vraiment, ça a été une révélation, le pistage sur objet, parce qu'il Mmh. a progressé très vite. Audrey, elle avait peu de clients à ce moment-là, parce que c'est pas une discipline très connue et les gens qu'elle avait, c'était des débutants et du coup, bah, quand on en reparle aujourd'hui, elle me dit: «Ah oui, c'est vrai que Luca, il m'a challengé parce qu'il fallait trouver des pistes à sa hauteur». Et il fallait réfléchir et ça l'a vraiment, forcé à trouver d'autres façons de poser les pistes et tout et Luca, il s'éclate, vraiment, il s'éclate et alors un autre truc que j'ai pu, voir aussi, c'est qu'au début, moi, ce que j'avais peur, c'est que si on pistait en forêt, donc si on faisait le pistage sur objet, mais en forêt,
bah, la distraction des odeurs de gibier allait le perdre en gros. Mmh. Et en fait, Luca, il a un excellent focus tâche, ce qui fait qu'en forêt, il ne calcule pas le gibier une seule seconde. Il s'en fiche des odeurs. En fait, l'activité de flair, ça lui fait vraiment sa mission et je vois que c'est plus le même chien. Il se transforme, c'est plus le même chien. Même quand il piste sur les chevreuils, c'est encore différent, mais quand il est sur sa piste en objet, il est vraiment ultra concentré, il est focus. Une fois, on est passé à côté d'un pré avec des moutons, mais il y avait des arbres, donc on les voyait pas et d'un coup, les moutons ont fui. Il a fait un écart et tout. En je sais pas, en 30 secondes, il s'est remis sur sa piste. Alors que pour lui, c'était une grosse stimulation, mouvement plus proie, parce qu'il a déjà attaqué des moutons. Donc pour lui, c'était vraiment quelque chose de fort et en fait, il a réussi à se remettre sur sa piste. Cette concentration qu'il a, c'est vraiment quelque chose qu'il avait déjà à la base, mais c'est quelque chose qui a été développé à travers le pistage, sur objet et ça c'est vraiment une activité qui le structure, c'est vraiment assez incroyable. On en fait 2 fois par mois, sauf l'été parce qu'il fait trop chaud. Donc là, j'attends avec impatience qu'il fasse moins chaud pour qu'on puisse s'y remettre et les semaines où on fait du pistage sur objet, il est beaucoup moins à chercher le gibier. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu observer. C'est beaucoup plus facile d'aller se promener en forêt. C'est comme quand je disais que de jouer à la balle avant d'aller se promener, ça l'apaisait un petit peu. Bah Mmh. là, de faire une piste dans le cadre de l'activité, sur objet, après il est beaucoup plus pendant, je dirais, ouais, 3 4 jours, il est beaucoup plus posé et moins axé sur le gibier. Donc ces semaines-là, c'est vraiment plus reposant, quoi. Mmh. Mais ça m'étonne pas parce que j'avais une chienne qui est décédée maintenant, enfin pas une chienne à moi, mais j'avais une cliente qui venait avec sa chienne, qui était une chienne qui avait des gros, gros problèmes d'agressivité sur l'humain comme sur les chiens et elle avait commencé le flair sur, prescription médicale. C'est-à-dire que ça avait été prescrit par un vétérinaire comportementaliste. Elle venait, on va dire 3 fois par mois, donc presque toutes les semaines, sauf quand elle était absente et elle faisait du flair quasi tous les jours. Moi, j'avais quand même imposé un jour de repos par semaine parce qu'on sait que la consolidation de la mémoire, ça passe aussi par le repos. Mmh. Mais elle me disait clairement que les jours où la chienne ne faisait pas de flair, parce que des fois aussi elle n'avait pas forcément le temps, de faire, 6 jours sur 7. Mais en tout cas, les jours où la chienne n'avait pas, en l'occurrence sa séance de détection, elle voyait que la chienne était beaucoup plus à cran en termes de réactivité que les jours où elle avait, sa dose de flair et du coup de stimulation mentale. Donc ça m'étonne pas tellement en fait, ce que tu dis là, parce que c'est aussi quelque chose que j'ai observé sur certains de mes chiens. Tu as plus ou moins répondu, hein, parce que ma question suivante, c'était est-ce que le pistage, finalement, vous a aidé ou desservi, sur les comportements de prédation? Je crois Mmh. comprendre que ça vous a plutôt aidé. Est-ce Ah que oui, tu as quelque complètement. chose à rajouter par rapport à ça? Alors oui, moi ce que j'observe, c'est que la prédation, beaucoup de techniques, on va dire, ça va consister à on est sur le chemin et en fait, le chien, il va vouloir partir sur une piste et on va, récompenser quand il décroche, en tout cas qu'il abandonne la piste. Mais en fait, ça, pour moi, c'est vraiment le signe que c'est un chien qui a besoin de pister et ça doit alerter les gens qui ont des chiens chasseurs s'ils ont des chiens qui passent leur temps à vouloir sortir des chemins pour aller prendre des odeurs, c'est vraiment un indice que ce chien a vraiment une motivation pour le flair et qui a besoin de lui permettre de vivre cette motivation dans un contexte, encadré. Donc que ce soit, de la détection, du man-trailing ou peu importe, de permettre ça, c'est vraiment important. Mais sans oublier qu'il y a quand même tout l'aspect, gestion des odeurs de gibier à travailler en parallèle. Parce que moi, par exemple, j'ai eu des clientes, qui font du man-trailing avec leur chienne, mais ça n'empêchait pas la chienne d'avoir des comportements de prédation et de vouloir partir sur les pistes de gibier. Donc moi, je veux bien insister sur le fait que les activités de flair, c'est indispensable pour les chiens chasseurs comme ça qui veulent, partir pister, mais c'est pas suffisant. Il y a vraiment tout un travail du comportement de chasse à faire en parallèle parce que sinon c'est insuffisant et un autre Mmh. truc que je voudrais, ajouter,
C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de mettre leur chien au flair quand ils ont un chien chasseur, parce qu'à chaque fois, c'est: «Oui, mais alors tu te rends compte?» Ça va aggraver, enfin il va encore Exactement. plus chasser, Ouais, ouais. donc on a la balle qui renforce la prédation, bah, on a le flair qui renforce la prédation. C'est complètement faux. En fait, ce qui se passe, c'est qu'évidemment, si le chien, il fait de la détection, du man-trailing, peu importe, il va entraîner des compétences de flair. Ça, c'est vrai. Mais ces compétences, c'est juste des compétences, c'est pas l'instinct de chasse. Et en fait, il faut bien distinguer donc le comportement de chasse qu'on travaille d'un côté et les compétences de flair et tous les bénéfices que le flair va apporter, à côté. Parce que comme je le disais, un chien, ça se travaille, un chien chasseur, ça se travaille à partir d'une base de calme et d'apaisement. Le flair permet de construire en fait cette base. Le flair, c'est une superbe porte d'entrée pour commencer à construire ces bases de calme qui ensuite vont permettre de travailler l'instinct de chasse en situation réelle. Et donc à toutes ces personnes qui ont peur peut-être de mettre leur chien au flair parce qu'ils ont peur que ça va renforcer la prédation, ben non, en fait, ça renforce juste une compétence, mais en mettant tout, autour pour canaliser, en fait, cette compétence, en encadrant comme il faut le flair d'un côté, le gibier de l'autre et en travaillant, bah, un chien chasseur, comme il faut. Il y a aucun problème, il y a zéro problème et je pense que Luca en est la preuve. Après oui, bien sûr, tous les chiens sont différents, mais Luca, c'est un pisteur vraiment exceptionnel et pourtant, ben, ça n'a jamais renforcé sa prédation. Au contraire, je vais pas dire que ça l'a diminuée, mais ça l'a apaisé. Vraiment, ça a été comme je le disais, Lucas sans le flair, je j'aurais jamais pu réussir à obtenir ce que j'ai obtenu de lui. Ça a été vraiment la pierre, angulaire, ça a été vraiment la base. Le flair, c'est indispensable et aujourd'hui, dans notre quotidien, on fait des petits jeux de flair dans notre quotidien, dans nos balades, parce que ça aussi, c'est grâce à toi. Tu avais fait à une époque, je sais plus si c'est encore sur ton site, un petit atelier gratuit sur les petits jeux de flair qu'on peut faire Ouais. Je l'ai et toujours, c'est toujours c'est disponible. toujours disponible et ben, allez tous le regarder parce que vraiment, c'est des petits trucs hyper simples, mais que quand on met ça dans le quotidien, bah, le chien, il est content. En plus, en faisant ça, ça travaille le focus du chien sur soi. Enfin, en fait, ça a des effets en cascade alors que c'est pas grand-chose et aujourd'hui, Luca, quand on fait ces petits jeux de flair, c'est toujours dans un espace qui est dédié parce qu'il y a plein de petits endroits super sympas pour cacher et je lui ai appris à monter sur, une table, de pique-nique quand il veut faire ses jeux de flair. C'est-à-dire que s'il a pas Alors, envie de faire les jeux de flair, il monte pas dessus et quand il a envie de faire les jeux de flair, il monte dessus. Bah, il monte tout le temps dessus parce qu'en fait, il génial. veut tout le temps chercher, il veut tout le temps pister et aujourd'hui, j'arrive à faire des choses, hyper intéressantes. Par exemple, j'arrive à cacher un truc à 100 mètres parce qu'il y a des arbres plantés tous les 10 mètres, donc j'arrive à compter et en fait, je vais planquer un truc à 100 mètres et je l'envoie chercher. Donc c'est de la nourriture parce que lui, les objets, il s'en fout. Et du coup, il part comme une bombe, chercher sa friandise à 100 mètres et il revient. Et pendant ce temps-là, bah, il a pu flairer parce qu'au bout de Ouais. 100 mètres, bah, il faut quand même qu'il trouve, qu'il détecte la zone. Mais il Mmh. a pu courir. Donc en fait, lui qui est motivé par la poursuite, et ben en fait, hop, il a aussi la poursuite qui est à ce moment-là. Et après, il revient avec sa petite tête là, et puis il me dit, bah encore. Et ces petits jeux de flair, moi, j'en mets dans presque toutes mes balades. Il y a des fois, j'ai la flemme, hein, voilà, ça arrive. Mais sinon, globalement, j'en mets à peu près dans toutes mes balades et il adore et ça aide vraiment en plus, je m'en sers pour qu'il réfléchisse parce que c'est pareil, un chien chasseur, on en parlait avec la poursuite, il y a plus rien qui répond dans le cerveau, ils sont plus là, ils sont complètement dans l'excitation et l'émotion, il y a plus de cerveau, qui répond et donc le flair, vu que c'est quelque chose qui va quand même beaucoup plus mettre les chiens plus bas dans l'énergie que la poursuite, ils ont encore leur cerveau disponible pour réfléchir à des solutions et donc je vais cacher, des friandises, derrière des trucs, avec des choses difficiles à accéder et tout et ça le force à réfléchir et tout ce travail de réflexion, tout ce travail de flair, tout ça, ça construit vraiment je me répète, hein, je suis désolée, mais ça construit vraiment les fondations du travail de prédation et notamment pour ensuite avoir un chien qui est capable
quand il y a un lièvre qui lui fonce dessus, ceux qui ont vu la vidéo, sauront de quoi je parle, mais il y a une vidéo sur mon Instagram où il y a 2 lièvres qui n'ont rien capté, qui nous foncent dessus. Ils sont arrivés, ils étaient à quoi? 5 mètres à peine. Alors Luca, il est tendu, mais il bouge pas. Il bouge pas parce qu'il observe. Il arrive Ouais. encore alors qu'il est dans une excitation haute. Moi, je le connais mon chien, donc je sais que là, à ce moment-là, il a le cœur, comme ça et qu'il se dit: «Oh putain les lièvres», et ben, il arrive à rester dans l'analyse, il arrive à gérer ses émotions et tout ça, c'est en grande partie grâce au travail du flair. Donc le flair, c'est vraiment, quelque chose de sous-estimé de manière générale, je trouve, pour le travail des chiens, mais alors encore plus pour le travail des chiens chasseurs. C'est vrai Mmh. qu'on est plus bah, ça vient de la méthode de Simone Müller qui est, sur l'observation et qui est très bien, mais il y a pas que l'observation. Il y a aussi la partie flair qui qui est indispensable et qui permet en plus après d'avoir des chiens qui sont capables d'observation. Parce qu'il y en a, on peut les mettre à 500 mètres d'un chevreuil qui bouge pas, ils pètent les plombs et il y a besoin de passer par tout un travail avant et ce travail, il peut, en grande partie se faire, par le flair et ça peut même aller plus vite quand on passe par le flair. Mmh. Donc C'est voilà. excellent. Super. Mon avant-dernière enfin, en tout cas, la dernière question sur le sujet, puis après j'ai encore des petites questions. Avec, les progrès qu'a fait ton chien, est-ce que tu dirais que son comportement de chasse s'est éteint ou est-ce que tu penses que ça restera à vie? Sans hésitation, ça reste à vie. Un chien chasseur, c'est pour toute la vie et ça, il faut vraiment en avoir conscience. Contrairement, par exemple, à la réactivité où on peut se dire que c'est temporaire avec un certain travail, même s'il y a toujours quand même des trucs, qui restent. Mais la prédation, c'est une fois que c'est là, ça bouge pas et on peut que faire avec et encadrer ça, Mmh. mais c'est une incroyable aventure à vivre. Donc c'est pas faut pas se dire: «Ah mon Dieu, mon chien est chasseur, c'est horrible». Non, c'est différent, mais ça apporte énormément de choses. Vraiment, ça apporte énormément de choses et notamment en lecture du chien, par exemple. Ça apporte, énormément parce que pour détecter parce qu'après quand on détache, son chien, il faut être capable de détecter des micro-signaux de pré-départ, sur piste ou quoi que ce soit, pour pouvoir intervenir avant et rattacher, pour traverser une zone à risque, par exemple. Ça nous rend vraiment doués en lecture et là, j'en parlais ce matin avec, une cliente qui se promenait avec une autre personne et elle me disait qu'elle arrivait à lire le chien de l'autre personne mieux que la personne elle-même parce que, bah, elle est en travail avec moi donc pour sa chienne et forcément l'observation et la lecture du chien, ça fait partie du travail et en fait, voilà, on aiguise l'œil de l'humain sur tous ces signes et c'est vraiment un travail, intéressant. C'est fatigant et des fois, on aimerait que notre chien ne soit pas chasseur, hein. Vraiment, il y a des jours, c'est pénible, mais c'est voilà, on peut pas éteindre ça et une fois qu'on l'accepte tout devient beaucoup plus simple. Je pense que la chose la plus difficile quand on a un chien chasseur, c'est vraiment le deuil de ce chien parfait qu'on peut emmener en forêt détaché et qui reste sur les chemins sans qu'on se pose de questions. Quand on a un chien chasseur, on se posera toujours des questions, toujours. Mais avec un travail adapté, on arrive à être, dans un état où la vigilance, elle peut être beaucoup plus basse que les niveaux hyper vigilance dans lesquels on est quand on a un chien chasseur parce que, il peut démarrer à n'importe quel moment. Avec un travail, on arrive à être beaucoup plus zen et ça se passe beaucoup, beaucoup mieux. Génial. Et ben, écoute, merci beaucoup. C'était passionnant tout ça. Donc, ben, pour les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent et qui seraient intéressées, finalement, ben, de bénéficier de ton expérience, comment est-ce qu'on peut te contacter? C'est quoi le plus simple? Alors le plus simple, vraiment le plus simple, c'est d'aller sur Instagram parce que c'est là où je suis c'est là où je suis active. Mais si les personnes n'ont pas Instagram, elles peuvent éventuellement me contacter par, mail. Je sais pas si je te le donne là Bah, ou je mettrai en fait, en descriptif, OK, les infos, comme OK, ça, si elles veulent te contacter par mail et puis je mettrai aussi ton Instagram. Comme ça, les OK, gens, qu'à cliquer sur le lien et ils peuvent, te contacter. OK, donc OK. mail ou Instagram, c'est Ouais, le enfin, plus simple. ouais, c'est ça.
Génial. On arrive au bout de cet épisode. Je te remercie énormément. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, une conclusion évidemment en rapport avec le flair en général, c'est ce que je demande à mes invités. Oui. Alors en rapport avec le flair et ben, je vais redire ce que j'ai dit, mais c'est vraiment important. Le flair, c'est une excellente porte d'entrée pour travailler un chien chasseur et c'est quelque chose de beaucoup, beaucoup trop sous-estimé, parce que le flair, c'est vraiment le sens que les chiens utilisent le plus et alors quand ils chassent, c'est encore plus, vrai. Même les chasseurs visuels, les lévriers et tout ça, ils pistent aussi, ils prennent les odeurs aussi parce que quand ils regardent les paysages, ils ont leurs petites truffes qui s'agitent et ils prennent les odeurs aussi, dans le vent. Donc vraiment le flair, oui, c'est, la meilleure des portes d'entrée pour travailler un chien chasseur. Génial. Eh ben, écoute, je te remercie infiniment Morgane. Merci d'avoir été là pendant un peu plus d'une heure. Merci aux auditeurs et aux personnes qui nous regardent, sur YouTube d'avoir suivi tout ça et d'avoir été avec nous jusqu'au bout et je vous souhaite à tous et à toutes une belle fin de journée, après-midi, matinée. À bientôt. Merci.